Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer fort, puisque je pense que la plupart d'entre vous, malheureusement, ne s'en sont pas aperçus, mais vous avez échappé à la fermeture de la chasse le dimanche, il y a quelques semaines, c'était le 6 avril, parce que c'était présenté par un député écologiste du groupe NUPES. Initialement, c'était mis dans la niche parlementaire de la NUPES, et ça avait été un peu bloqué par la commission des lois, et c'était passé en commission plénière, et du coup, ça n'a pas été étudié. À cette occasion, je voudrais, devant tout le monde, remercier les députés du département et tous les députés du département que nous avons sollicités pour être présents à cette réunion et qui nous ont soutenus afin que l'interdiction de la chasse le dimanche, proposée par ce groupe, ne passe pas. Ce n'est sans doute que partie remise, donc soyons vigilants. Mais chasser, il faut faire que tout le monde sache que nous, chasseurs, n'oublions pas les gens qui nous aident, mais on n'oublie pas aussi ceux qui nous opposent d'ailleurs. Il n'est qu'à citer ce qui s'est passé au moment des élections législatives il y a quelque temps, où en fait tous les gens, quel que soit leur bord, qui avaient signé le RIP, qui était anti-chasse à courre, animaliste, véganiste, j'en passe et des meilleurs, ils ont tous perdu aux élections. Donc sachez déjà, et sachez le dire, nous avons un pouvoir encore aux élections, surtout dans notre département rural, donc sachez nous faire respecter. Je voudrais remercier également tous les institutionnels avec qui nous travaillons dans une bonne entente tout le long de l'année, que ce soit les services préfectoraux, la DDTM, tout son personnel, la Chambre d'agriculture, l'OFB, le Parc national du Mercantour, l'ONF et la louveterie. Merci pour leur aide financière et tout leur soutien au conseil départemental et au conseil régional, sans qui beaucoup de choses ne seraient pas possibles. Merci enfin à notre directeur Serge Béranger, au personnel administratif, à Frédéric Villain qui est devenu le chef du service technique depuis le départ de Daniel Siméon, à nos techniciens avec un petit nouveau qui s'appelle Benoît, je ne sais pas où il est. Benoît, t'es où? Ah, lève-toi, t'es timide. C'est notre nouveau technicien. Il faut un travail remarquable afin de gérer la chasse dans notre département. La chasse est un mode de vie. À tous ceux qui veulent nous limiter à une fonction de régulateur, je dis non. Notre métier, c'est pas chasseur, c'est notre passion. Alors oui, assumons notre proximité avec la nature. Elle nous fait aimer la quête d'un animal sauvage, seul ou avec notre chien. Elle nous héberge au plus profond d'elle, et si à un moment nous tuons un animal, c'est dans ce contexte particulier de prédation que nous le faisons, et non pour simplement donner la mort. C'est toute dans la nuance que seul un chasseur connaît, ressent et comprend. Quand on a compris ça, on comprend la chasse, on comprend la pêche et beaucoup d'autres choses encore. On comprend ce rapport qui existe depuis la nuit des temps entre les hommes, les animaux et la nature. Notre implication dans la régulation et la préservation des équilibres écosystémiques sont les conséquences du savoir-faire que notre passion nous a donné. Mais nous n'aimons pas massacrer des sangliers ou des cerfs pour répondre à diverses sollicitations. Et quand on vous interroge sur notre gestion des populations de sangliers, sachez rappeler à votre entourage qu'en aucun cas nous ne sommes la cause du déséquilibre des écosystèmes qui est multifactoriel, que ce soit la fermeture des milieux, les pratiques agricoles, le réchauffement climatique, les zones de non-chasse ou les zones urbanisées et bien d'autres choses encore. Et ce développement de sangliers est le même pour tous les pays européens. Qui serait capable, sans compter un centime à l'État, de prélever 843 000 sangliers au niveau national, 7 000 sangliers sur le département, en réalisant 6 800 battues, ce qui correspond à 77 000 journées hommes, qui en même temps paierait 55 millions d'euros de dégâts au niveau national, heureusement nous c'est que 87 000 euros au niveau local, et qui financerait les aides aux agriculteurs pour les protéger contre les dégâts, où nous sommes environ à 36 000 euros par an. Nous sommes 4 millions de détenteurs de permis de chasse. Cela fait 4 millions d'ambassadeurs pour expliquer la chasse à ceux qui ne la connaissent pas et ce que nous faisons pour la défense de la biodiversité. Oui, nous sommes parmi les principaux défenseurs de la biodiversité. Oui, nous protégeons nos espaces naturels pour lutter contre les méfaits du réchauffement climatique et laisser le temps à la faune sauvage de s'adapter.
Pendant ce temps, nos écologistes ne savent que mettre la nature sous cloche, fermés par idéologie des centrales nucléaires, et avoir une multitude d'idées stupides avec les conséquences que notre société constate jour après jour. C'est essentiel et tellement simple d'expliquer tout cela à vos voisins et à vos amis. Sinon, quoi de neuf au niveau national et quelles conséquences pour notre fédération? Alors, il y a eu le dossier des dégâts del grand gibier où la situation financière est intenable pour certaines fédérations de chasse, où un accord a été conclu pour nous soulager pour 3 ans. Et d'ici là, il faudra trouver une solution pérenne pour changer le système d'indemnisation, avec une loi actuellement inadaptée et vieille de 50 ans que nos dirigeants n'ont pas pu modifier avec un pouvoir politique qui leur était plutôt favorable. Je suis désolé de vous dire que je ne partage pas leur optimisme concernant ces futures discussions. En effet, qui sera au pouvoir dans 3 ans? Chassera-t-on encore le dimanche? Combien serons-nous de chasseurs? Mais bon, parlons de l'immédiat. On a obtenu une enveloppe de 60 millions d'euros sur 3 ans pour accompagner les fédérations et leur permettre de réussir l'objectif validé avec toutes les organisations agricoles et le gouvernement, qui est de réduire la surface de dégâts de gibier de 30% au niveau national. Les fédérations et les chasseurs auront, paraît-il, de vrais moyens d'action pour faire baisser ces dégâts, regroupés dans une boîte à outils dont vous avez sans doute entendu parler. Ces accords ont été signés au Salon de l'Agriculture avec 2 ministres, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, et la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, ainsi que tous les représentants du monde agricole. Désormais, il est attendu une traduction réglementaire par les services de l'État de cet accord. Ces travaux vont débuter rapidement pour permettre des mises en œuvre dès la saison 2023-2024. Si nous avons modifié la contribution territoriale dans le département, qui sera de 30 € par société, c'est que ces accords nous obligeaient d'en avoir une. Et sachez que celle-ci est beaucoup plus importante pour les autres départements de notre région, où elle est en moyenne de 300 €, voire beaucoup plus s'il y a des dégâts. Par contre, il faudra la faire devenir proportionnelle aux dégâts si ceux-ci devenaient trop importants dans certains endroits. Je suis conscient que l'on nous en demande encore et encore pour diminuer la pression du grand gibier, avec les difficultés que cela comporte et en prime la peste porcine africaine qui est à nos portes dont on reparlera. Pourtant, chasser le grand gibier, c'est maintenir l'équilibre des écosystèmes, c'est protéger les cultures agricoles, c'est éviter des dizaines de milliers de collisions entre des voitures et des animaux, ces mêmes collisions qui provoquent entre 150 et 190 blessés par an et une dizaine de morts. Chers amis, jour après jour, on nous en impose plus, mais on se fait toujours plus stigmatiser. Notre nombre continue de diminuer, même si les candidats au permis sont plus nombreux, et quand les dégâts de grand gibier sont payés, nous arrivons juste à équilibrer notre budget. Il suffirait de déraper une année pour partir en déficit. C'est pour cela que je suis désolé de vous annoncer que les subventions accordées à vos sociétés cette année ont peut-être été les dernières, et que la seule façon à l'avenir de financer les travaux sera l'éco-contribution, où jour après jour nous sommes pieds et poings liés aux décisions ou retards de paiement de l'OFB, retards dont on se demande s'ils sont réellement involontaires, tant l'éco-contribution montre à tout le monde qu'1 € donné aux chasseurs, c'est 1 € pour la défense de la biodiversité. Et je pose une question, 1 € donné aux ONG écologistes, quand est-ce qu'on regardera où c'est qui va? Autre chapitre et dossier emblématique pour l'avenir de la chasse, la sécurité pour les chasseurs et non-chasseurs. Nous n'avons pas attendu les politiques pour nous mobiliser et agir contre les accidents de chasse. Sans l'aide d'aucune instance, que ce soit notre ministère de tutelle ou notre Parlement, nous avons fait baisser les accidents de chasse d'une façon jamais égalée par aucune autre corporation. Les chasseurs, par leurs efforts, ont réussi à diviser par 4 l'ensemble des accidents de chasse en 20 ans seulement, et même par 5 ceux qui sont mortels. Et nous n'oublions jamais que nous avons dans le même temps multiplié par 5 le nombre de coups de carabine pour faire face à l'explosion du grand gibier. Tous ensemble, nous avons proposé il y a 2 ans d'aller encore plus loin en mettant en place une formation obligatoire décennale des chasseurs, pour continuer le combat que nous menons chaque jour pour tendre vers le zéro accident. Peu d'activités de nature peuvent se prévaloir de ce type de ce dispositif. Faut-il voir le résultat de cette nouvelle mesure
dans le chiffre historiquement bas de la saison cynégétique qui vient de se terminer, où il y a eu seulement 70 accidents comptabilisés et dont seulement 6 accidents mortels. Ce chiffre correspond à une baisse de 25% par rapport au chiffre d'il y a 2 ans. Ce sont les niveaux d'accidents et de décès les plus bas de l'histoire de la chasse française. Il faut continuer nos efforts et rester intransigeants avec la sécurité. Malgré cela, les accidents sont restés sous le feu des projecteurs de nos médias qui, sous influence écologiste et pour trouver des news stigmatisant les chasseurs, se sont mis à relater, si vous l'avez remarqué cette année, des incidents avec ou sans blessés d'ailleurs, et sans contrôle. Puisqu'à l'heure actuelle, on recherche encore dans certaines fédérations les soi-disant victimes ayant fait la une des journaux locaux ou régionaux. Malgré cela, et suite à une pétition enclenchée par un collectif Un jour un chasseur, le Sénat s'est emparé du sujet de la sécurité à la chasse et un rapport de 150 pages a été publié en septembre. Et même si certains points interpellent, je ne peux à titre personnel que trouver qu'il était assez remarquable. 2 choses ont été d'ailleurs relevées par le Sénat. La première, les actions positives des fédérations pour réduire les accidents et son résultat, la nette baisse de ceux-ci depuis 20 ans. La seconde, le fait que qu'il n'y a pas lieu de fermer la chasse un jour particulier, car les accidents mortels s'équilibrent entre les différents jours de la semaine, sans que l'on note une recrudescence le week-end. Il semblerait donc que certains n'aient pas le même esprit scientifique que nos sénateurs. Le groupe chasse du Sénat, qui m'a d'ailleurs reçu en tant que président de l'Association des chasseurs de montagne le 5 avril dernier, groupe chasse dont fait partie notre sénateur Madame Estrosi Sassone, qui était présente à cette réunion. J'ai rencontré des personnes très au fait de toutes nos problématiques et engagées à fond dans notre défense. J'ai pu leur faire part de toutes nos craintes concernant le petit gibier de montagne, l'impact du loup sur notre faune sauvage, et je pense avoir recueilli une oreille attentive, ce que Dominique pourra vous confirmer. Une loi sécurité à la chasse est à l'étude sur la base de cette enquête sénatoriale. Il faut dire que beaucoup de points envisagés sont déjà en place dans notre département et depuis de nombreuses années. Port obligatoire des gilets fluorescents, formation des chefs de battues, des chefs de ligne et signalisation des battues. D'autres risquent de s'opposer à la difficulté de réalisation ou de financement, qu'il s'agit du contrôle d'alcoolémie à la chasse, une formation pratique lors de la formation décennale ou la signalisation des battues ou des zones de chasse par des applications smartphone. J'en profite de cette occasion pour vous signaler que nous sommes très en retard sur la formation décennale, car beaucoup ne se rendent pas aux convocations et petit à petit, vous vous approchez de la date limite de réalisation et de l'annulation de vos permis. Alors, vous pouvez prévenir vos chasseurs lors de votre AG, et cela ne fera pas plaisir à certains, mais quand la deadline des 10 ans arrivera avec l'annulation de permis et que certains de vos chasseurs n'auront pas fait leur formation obligatoire, n'imaginez pas une seule seconde que nous allons travailler jour et nuit pour la faire passer à ceux qui ne sont pas venus aux convocations. Ils se débrouilleront tout seuls comme des grands pour la faire sur Internet, et vu comment ils bloquent pour le SIA ou lors des votes par mail pour défendre la chasse, bon courage. En plus, si demain on nous rajoute un volet pratique dans la loi sécurité, adieu la formation Internet et adieu votre permis. Les chasses traditionnelles et le petit gibier de montagne. Vous avez pu voir que malgré la réécriture des arrêtés cadres, sauf pour la glu, le Conseil d'État persistant avec son interprétation biaisée de la directive oiseaux a interdit par pure idéologie toutes les chasses traditionnelles. Dans la même veine, la chasse du grand tétras est soumise à un moratoire de 5 ans et est donc suspendue avec 2 recours en réaction intentés par la Fédération nationale des chasseurs. Alors je vous le dis, comme dans les Vosges, dès que les chasseurs arrêteront leur investissement, le grand tétras disparaîtra. Et pourquoi je vous dis cela? C'est pour vous citer les conclusions du juge qui a décidé de ce moratoire. Il appartient au ministre de suspendre la possibilité de chasser une espèce d'oiseau vivant à l'état sauvage en mauvais état de conservation lorsque les données scientifiques disponibles sur l'espèce et sa conservation ne permettent pas de s'assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l'espèce du point de vue écologique. Ceci pour vous dire que la prochaine cible est le petit gibier de montagne. Je m'excuse donc pour les présidents qui ne sont pas concernés, ou tous les présidents qui font le nécessaire auprès de leurs chasseurs, mais pour les autres, messieurs, continuez à ne pas envoyer un grand nombre de chasseurs aux différents comptages,
moins il y en aura, plus le risque sera grand de se faire fermer la chasse au tétras et de la bartavelle. Et si vous croyez que nous allons vous laisser faire n'importe quoi sans réagir, vous vous trompez. Nous faisons un dernier essai cette année, en punissant seulement les sociétés qui n'envoient personne, puis conformément à ce qui est écrit dans notre règlement intérieur. S'il vient encore à manquer des gens sur certains comptages, nous étudierons juridiquement le moyen de donner à l'avenir des bracelets qu'aux compteurs qui sont présents, afin qu'ils profitent des dernières saisons qui leur restent à faire. Quelques mots sur la triste saga anti-plomb dans les cartouches. Il est clair que l'objectif affiché par la Commission européenne de bannir le plomb des cartouches dans un périmètre autour des zones humides est juste en attendant d'en interdire l'usage partout. Et surtout d'imaginer que de nombreux chasseurs arrêteront la chasse quand il faudra changer l'arme du père ou du grand-père, avec laquelle ils chassent depuis toujours. Quand on voit la brutalité de la méthode et la portée réelle du plomb de chasse dans la pollution de nos sols, on comprend bien que cette décision n'est qu'un énième prétexte visant à détruire la chasse en Europe. Pourtant, nous chasseurs étions prêts à y travailler dans un esprit de transition écologique. C'est dommage, nous sommes à nouveau tombés dans l'écologie punitive et radicale. Bruxelles ne sait faire que cela. Plusieurs pays qui avaient anticipé cette interdiction reviennent de façon partielle ou totale sur cette mesure qu'ils jugent non pertinente. En 2021, la Norvège a approuvé par un vote parlementaire l'utilisation du plomb dans les munitions de chasse après son interdiction dans le pays depuis 2005. Cette décision a été prise parce qu'il n'y avait aucune base scientifique sur la durabilité des matériaux utilisés comme alternative au plomb, sans oublier les souffrances inutiles qu'il provoque pour les animaux, tout en étant plus risqué pour les hommes. Imaginez les accidents que vont causer les ricochets des chevrotines en acier, quand dans le même temps, on nous en demande de plus en plus pour la sécurité. Le plomb est sûrement moins pire que les substances alternatives made in China, et ces événements devraient s'accompagner d'une prise de conscience de nos gouvernants, y compris au niveau européen. Cela devrait aider la Commission à se poser les bonnes questions, mais hélas, elle a une vision dogmatique et anti-tout sur ce sujet, comme sur tant d'autres. Nous restons donc malheureusement tributaires du bon vouloir de quelques fonctionnaires européens qui théorisent la nature, considèrent la chasse comme une des principales menaces pour la biodiversité, malgré toutes les preuves manifestes du contraire. Ces deux derniers sujets, parmi tant d'autres, vous montrent le diktat que les instances européennes font peser sur le mode de vie des ruraux, mais le monde rural, c'est 23 millions de femmes et d'hommes qui vivent et y travaillent. C'est aussi un état d'esprit pour de nombreux citadins qui ont des racines rurales et qui en sont fiers. Suite à ces attaques à répétition, Willy Schramm a donc décidé avec Thierry Coste de lancer un groupe de réflexion qui fera des propositions aux différents partis politiques français en vue des élections européennes. Et souvent, selon la tournure des choses, ils envisagent sérieusement de présenter une liste aux européennes. D'autant que cerise sur le gâteau, il y a une demande de la Commission au gouvernement français destinée à amener l'interdiction de la traditionnelle chasse au filet des palombes, arguant du prétexte ridicule d'une risque de prise accessoire de tourterelles. Le même type de prétexte fallacieux qui a conduit à la fermeture des autres chasses traditionnelles. En plus, idée saugrenue d'un fonctionnaire européen qui méconnaît totalement la faune sauvage, car la tourterelle commune n'est plus sur le territoire français à la date de cette chasse traditionnelle. Vous imaginez le cataclysme dans le sud-ouest. Une illustration de ce ras-le-bol du diktat vert sur les pays européens et nos institutions est le résultat des élections sénatoriales néerlandaises. Grand pays écologiste donneur de leçons. Une liste venue de nulle part, affiliée à aucun parti politique, regroupant des intérêts agricoles et ruraux, intitulée le Mouvement citoyen paysan, vient d'arriver en tête des élections sénatoriales avec 30%. Comme quoi, ici comme ailleurs, les gens des campagnes, comme ceux des villes, n'en peuvent plus de subir cette écologie politique radicale et cet animalisme exacerbé. Ils se lèvent pour dire ça suffit. De plus en plus de personnalités publiques et de voix médiatiques s'élèvent pour dénoncer la violence que l'on subit sur tous les sujets de société. Certaines de ces radicalités d'ONG écologistes effacent les revendications
et nuisent à la lutte contre le réchauffement climatique, que tous ensemble nous devrions mener. Ce que vous en conviendrez n'est pas l'objectif de ces opérations coup de poing, telles que des tableaux aspergés de sauce par de jeunes activistes pour le climat. À force de pratiquer l'outrance pour alerter, ces mouvements finissent par se décrédibiliser et lasser l'opinion. Mais revenons à des sujets plus de terrain. La police de la chasse s'éteint tranquillement à l'OFB. C'est ce qu'affirment les syndicats de l'établissement public en évoquant une baisse de 87% du temps consacré à la police de la chasse. Mais c'est un chiffre national, pas local, où nous avons la chance d'avoir Louis Bernard comme directeur de l'OFB. Par contre, je ne vois pas trop comment notre petite fédération pourra employer des agents de développement territoriaux pour s'en charger comme certaines grosses fédérations du Nord, si jamais ces missions de police stoppent. La Fédération nationale continue à mener sa stratégie offensive pour montrer le rôle positif de la chasse. Un nouveau spot TV, qu'on va vous présenter tout de suite, avec cette fois la participation de France Télévisions, est en cours de diffusion du 3 au 30 avril. Il va y avoir une déclinaison radio sur RTL pour nos actions de défense de la biodiversité. Et l'année dernière, le spot a touché au moins une fois 41,5 millions de téléspectateurs. Et les enquêtes d'Opinion Noé ont montré pour 54% des sondés qu'ils avaient une opinion plus favorable de la chasse et 42% ont vu leur perception de la chasse se modifier. On peut passer le film. La chasse, on sait, il y a débat. Pourtant, sait-on vraiment ce qu'est la chasse? On peut dire que c'est une force de bénévoles dévoués. On peut dire qu'en évitant la destruction de nombreux hectares de culture, c'est la protection de notre alimentation. On peut dire qu'elle évite de multiples collisions routières chaque année. Oui, on peut dire tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi un sentiment plus fort. Celui de se reconnecter à la nature. Mais ça, ce n'est pas en 30 secondes qu'on peut le ressentir. Donc il passe tous les jours, et de France Télévisions qui avait refusé de présenter le premier spot, qui s'est aperçue de sa bévue parce qu'elle a pris un procès, bien évidemment cette année sort le film sur toutes ses chaînes. La promotion de la bénédiction française, pour la rendre plus accessible aux consommateurs français, est l'objectif de la Fédération nationale des chasseurs depuis l'arrivée à sa tête de Willy Schramm. Pourquoi ? Parce que ce sujet de la viande de gibier intéresse bien au-delà des seuls chasseurs. En effet, cet aboutissement de l'acte de chasse doit être au cœur de notre stratégie de reconquête de l'opinion publique. Nous sommes avec la valorisation de la viande de gibier dans l'air du temps. Cette viande répond aux nouvelles attentes des consommateurs. Ils ont compris qu'aller chercher des produits alimentaires quelquefois à l'autre bout du monde ou même à l'autre bout de la France n'est pas forcément une bonne idée pour la planète. Développer ces filières de valorisation de venaison locale est un formidable atout économique et social pour nos territoires ruraux. Manger du gibier, c'est déjà faire un pas vers la chasse et les chasseurs, à condition que le fait de pouvoir donner ou vendre du gibier aux non-chasseurs ne soit plus le chemin de croix sanitaire que nous subissons tous aujourd'hui. Il est bien plus facile d'acheter chez nous 1 kilo de sanglier en provenance des pays de l'Est que d'aller chercher à la fin du dimanche après-midi le même morceau de viande chez le voisin qui vient de finir la chasse. Un récent sondage de l'IFOP confirme l'envie pour 72% des Français de manger du gibier. Il est donc urgent d'agir et c'est capital pour l'avenir de la chasse et son acceptation par la société. Un atelier national a été organisé à Paris, les lignes commencent à bouger, des filières de proximité se structurent. Nous allons de notre côté essayer de créer une économie du sauvage sur des terrains privés autour du parc à Bison, à Torrent, et si les politiques nous suivent, pour voir comment ces filières peuvent arriver ensuite à se structurer. Les chasseurs premiers usagers du système d'information des armes, ce qu'on appelle le SIA. Il a été inauguré par le ministère de l'Intérieur en février 2022. Il a connu un début compliqué dû à de nombreux dysfonctionnements qui ont ralenti la dynamique de création des comptes par les chasseurs. Le système marche mieux maintenant, et quoi que vous en pensiez, il faudra que vous ayez un compte SIA pour aller à la chasse, pour acheter, pour prendre des carabines ou des fusils, pour éditer une carte européenne d'armes à feu pour les voyageurs. Je vous rappelle à ce sujet qu'en tant que chasseur, vous êtes les seules personnes habilitées à vous promener dans la campagne avec un fusil. Un tireur sportif ne peut se déplacer que de son domicile au stand.
Et il n'y a que les fusils à un coup canon lisse d'avant 2011 qui n'ont pas besoin de figurer sur votre SIA. La deadline pour votre compte, vous avez de la chance, elle vient d'être repoussée au 31 décembre 2023, alors qu'à la base, il devait être en juillet. Quand vous créez votre compte, cela se passe de mieux en mieux et vos armes apparaissent dans leur atelier numérique. Si vous ne les avez plus, vous pouvez les enlever. S'il en manque une, vous avez droit à l'oubli et vous pouvez le rajouter. Souvent, le chiffre qui manque, c'est le numéro de RGA. Et pour cela, il y a un site dédié qui s'appelle rga.fr qui va vous donner avec votre nom et le calibre de l'arme le numéro RGA directement. Il n'y a pas de service pour vous aider au niveau préfectoral, mais votre fédération et les armuriers sont là si besoin. Un mot sur la commission jeune. Elle s'est remise en route sous la bannière de Sébastien Leboeuf, Augustin Sivalier et Sabrina Gors, avec une association des jeunes chasseurs réactivée par Hugo Béchet. J'ai déjà récupéré la forêt domaniale de Blaine et je pense pouvoir trouver un accord pour un territoire contigu que nous pourrons utiliser pour réaliser des battues jeunes spécifiques, des battues écoles, voire des tirs d'affût. Un rapide mot sur le stand de tir de la lame. La justice suit son cours lentement mais sûrement, et en attendant, nous pouvons y exercer notre mission de service public pour les permis sans menace ni empêchement. Et ce, d'autant plus que la Ligue départementale et la Fédération française de tir ont fini par alerter les services préfectoraux de l'absence totale d'homologation du stand et de sa dangerosité en l'état, ce qui a fait prendre un arrêté de fermeture par le préfet en ce qui concerne les tireurs sportifs. Les fosses maçonnées. Nous bénéficions d'une subvention de la région pour équiper les sociétés de chasse du département de fosses maçonnées qui sont destinées à recueillir les abats et les peaux des animaux afin d'éviter toute pollution et abandon dans la nature. Les courriers ont été envoyés afin de définir les bénéficiaires de ces 41 premières fosses maçonnées. Le loup, parce que je pense que vous attendez tout ça. Alors actuellement en France, soyons clairs, il y a une seule dérogation qui permet de tuer des loups. C'est la défense des troupeaux. Un jour peut-être, la FAS, avec l'aide d'études des différentes fédérations européennes, pourra faire valoir auprès de l'Europe que le loup est une menace sur notre continent pour la faune sauvage et nous permettra de les réguler. Mais n'en rêvons pas, nous en sommes loin. C'est la génétique des crottes de loup, identifiée, qui permet d'estimer très imparfaitement, je suis d'accord, la population de loups et à partir de là, déterminer le nombre de loups qu'on est autorisé à tirer en défense des troupeaux. Le gouvernement ne valide rien d'autre pour le moment. Pour 2022, par exemple, nous avions une estimation de 921 loups et 174 tirs de prélèvement autorisés, dont 52 tirs faits par les louvetiers, la brigade de loups et les chasseurs qui les aident dans notre département. Comprenant cela, vous imaginez que les réseaux sociaux écologistes demandent à tout le monde de ne plus ramasser de crottes, car plus il y a de marquages génétiques différents identifiés sur les crottes, plus le nombre de loups à prélever est important. Les représentants de l'État nous ont donc contactés localement et nationalement pour que les chasseurs re-rentrent dans le circuit de collecte et également les aident lors des tirs que nous avions boycottés pendant quelques années. Il est donc important que nous recommencions à collaborer au tir de défense, d'être efficace quand juridiquement des communes accèdent au tir de prélèvement. Ça, je vous dis ça parce qu'il y a eu un tir de prélèvement autorisé sur plusieurs communes dans le 04, ils n'ont pas été foutus de tuer un loup. Donc on se prend cette réflexion dans la tête quand nous on demande des tirs de prélèvement, puisque quand on le donne, les sociétés n'y arrivent pas. Et il faut ramasser des crottes. Tout le monde est autorisé à le faire, même s'il n'a pas fait le stage. Il faut juste ramasser avec un sac plastique en le retournant pour ne pas toucher directement la crotte. Il faut le faire sur la plus grande surface possible, sur tout le département. C'est pour ça que c'est plus important d'avoir 20 crottes de 20 communes que d'avoir 20 crottes de la même commune. En parallèle de cela, et pour connaître le déplacement des meutes et des solitaires, il faut nous faire un retour des loups qui sont observés sur vos pièges photo. Et vous communiquez tout cela aux correspondants, soit de vos UG, au référent loup, ou directement à la Fédération départementale des chasseurs. Bien évidemment, je vois vos réticences, nous ne donnerons aucune donnée de géolocalisation qui permettrait de savoir où est votre piège photo pour des gens mal intentionnés.
Pourquoi est-il important de faire cela? Déjà, parce que les écologistes disent que nous avons tué tous les loups du département et qu'il faut arrêter nos tirs. Cette année, on a ramassé 15 crottes, le Var 1115. Que croyez-vous qui va germer dans l'esprit de la tête des gens du groupe national loup? Eh bien, vous voyez, le 06 a tué tous ces loups, donc on donne un quota par département et le 06 ne tire plus. Vous imaginez la catastrophe? Pourquoi croyez-vous que la faune sauvage commence à se stabiliser par endroits? C'est grâce aux tirs de défense, voire autres, où nous sommes le département le plus efficace de France, parce que nous, on ne pleure pas, on agit. Donc, en attendant mieux, une seule solution, le ramassage des crottes et le retour des loups vus sur vos pièges photos. C'est vital pour notre chasse, et cette année, je compte sur vous pour faire un record de ramassage de crottes diversifié sur tout le département. Le concours est lancé, c'est de mars à mars, donc ça a déjà commencé, et je pense même à une récompense pour les meilleurs d'entre vous. La PPA, on va parler de choses au même niveau. Écoutez bien parce que la situation est grave. Je vous avais déjà sensibilisé lors du congrès de l'année dernière avec cette peste porcine africaine apparue en Italie continentale dans le Piémont le 5 janvier 2022. Nous nous sommes mobilisés en région PACA avec un passage en Chazir 2B, le ramassage des cadavres de sangliers et l'analyse en urgence. La mobilisation doit être maintenue, bien évidemment, et dans le même temps, le gouvernement a institué un suivi très régulier des prélèvements sangliers et des efforts de prélèvement réalisés le long de la frontière avec l'Italie. Nous devons transmettre les prélèvements effectués tous les 15 jours. Il y a eu un second foyer en Italie près de Rome, mais il semble beaucoup moins actif et ne semble pas lié au premier. D'ailleurs, il n'y a pas eu de nouveaux cas à Rome depuis septembre 2022. L'autre foyer reste toujours très actif, avec 23 nouveaux cas qui ont été déclarés entre le 6 et le 10 mars, 15 dans le Piémont et 8 en Ligurie. Et au total, du 1er juillet 2022 au 19 mars 2023, c'était 308 cas de sangliers qui ont été déclarés, 105 en Ligurie et 203 dans le Piémont. Malheureusement pour nous, un nouveau cas a été détecté le 30 mars 2023 à l'ouest des clôtures mises en place à Savone. C'est au-delà du deuxième rideau de clôture qui semble très poreux, comme quoi les Italiens ne savent pas faire des clôtures. Le cas de la PPA le plus proche de la frontière française déclarée est donc maintenant à 61 km. Et ne vous imaginez pas que la PPA ne progresse pas, elle avance et elle va arriver. Alors je me bats à toutes les réunions pour que si demain nous devons tuer tous les sangliers, ce soit nous qui le fassions, pas l'armée, ni l'OFB, ni la louveterie. Nous devons d'ailleurs programmer avec l'État des simulations de destruction massive en région frontalière et dans le département. Nous allons donc organiser des réunions avec les sociétés concernées pour en parler dès que l'on aura plus de précision. Mais sachez que pour prévenir ce scénario catastrophe, les sociétés de chasse frontalières et de la BVRA doivent d'elles-mêmes réduire cette année drastiquement la population de sangliers. Et je vais être clair, chasser du début jusqu'à la fin, parce que sinon la prochaine fois c'est le gouvernement qui va envoyer l'OFB s'en charger. C'est le seul petit espoir que nous avons d'empêcher l'entrée de la PPA en France, car notre relief n'est pas celui de la frontière belge. En faisant ainsi, les sociétés frontalières pourront au moins continuer à chasser les autres espèces et se promener dans la montagne. Sinon, au premier sanglier malade, le gouvernement aidé de l'armée imposera une zone blanche pour tout le département, c'est-à-dire plus aucune chasse pour au minimum 1 an, voire 4 ans, mais cela dépend du taux d'éradication des sangliers, et en complément, plus de sorties autorisées dans les massifs forestiers pour tout le monde. Et là aussi, plus nous aurons collaboré, plus nous aurons d'arguments à faire valoir pour obtenir des aménagements favorables plus rapidement, comme cela s'est passé dans les Ardennes. Vu la proximité de l'épidémie, ce n'est plus le moment de vouloir jouer au petit malin. Nous avons réussi à prolonger les arrêtés d'agrainage sur la plupart du département, mais la suspension de ceux-ci risque d'être demain la première conséquence de l'approche de la maladie, sauf si on décide de détruire les sangliers sur les agrénoirs. Et je conçois parfaitement que cela fasse mal au cœur de détruire vos sangliers et de vous sacrifier pour sauver les autres sociétés du département. Et s'il le faut, nous mettrons en place des solutions afin que vous puissiez chasser ailleurs. Je vous le redis, la situation est très grave et notre seul espoir, c'est le sacrifice des populations sangliers frontalières
car il ne faut pas compter sur les Italiens, ils sont archi nuls depuis le début. Pour dire, par exemple, pour mettre les clôtures qui avaient été mises de suite installées par les chasseurs dans les Ardennes, l'Italie a attendu d'avoir les sous de l'Europe pour mettre les rideaux de clôture. Donc on a perdu 3 mois ou 4 mois d'entrée. Le partage de la nature. Je vais finir sur ce point pour finir sur un sujet moins grave. Quand on écoute les réseaux sociaux et certains agitateurs professionnels, avec malheureusement des mandats politiques, on a l'impression que personne ne nous supporte. Donc ne tombez pas dans le piège de ces anarchistes qui n'accéderont au pouvoir que par le chaos. Ils ne cherchent qu'à monter les gens les uns contre les autres pour arriver à régner. Je suis invité régulièrement par le comité olympique départemental et je rencontre régulièrement des représentants des différentes fédérations d'utilisateurs de la nature. Aucune fédération d'activité de nature ne réclame un dimanche sans chasse quand on les rencontre. D'ailleurs, au plan national, ces structures viennent clairement de le rappeler à notre ministre des tutelles et dans un courrier à tous les députés avant cette proposition de loi anti-chasse. La Fédération nationale des chasseurs discute depuis longtemps avec ses homologues, fédérés au sein de l'Alliance des sports, de loisirs et de nature. Il y a eu 2 réunions en 2022 et ils se sont déjà réunis 2 fois en 2023. Il faut les remercier pour leur écoute, leur pragmatisme, et elles étaient présentes à notre congrès national. Donc montrez votre meilleur profil avec les autres usagers de la nature, même quand certains sont agressifs. Comme un dirigeant de l'OFB me disait récemment, il n'y a jamais eu autant de gens qui veulent se rapprocher de la nature, mais il n'y a jamais eu autant de gens ignorants de ces règles. Expliquez que nous chassons sur des territoires où nous disposons des droits de chasse, voire qui sont notre propriété, et que nous sommes responsables d'une gestion de la faune sauvage avec les indemnisations qui peuvent en découler en cas de dégâts. Expliquons que nous faisons tout pour une sécurisation optimale des zones de battues. Nous allons d'ailleurs lancer, dès que nous aurons trouvé les fonds, une nouvelle campagne de miradors de battues, notamment en zone périurbaine, mais en me faisant aider par les médias locaux pour que les gens comprennent leur utilisation. Ce partage de la nature impose de petites contraintes où notre implication améliore notre image dans des proportions importantes, notamment lors des manifestations sportives où nous sommes de plus en plus prévenus en amont. L'année dernière, le tracé de l'Ultra-Trail avait été annoncé, permettant aux sociétés de traverser, d'anticiper des jours de non-chasse et même d'aider les organisateurs avec des points de ravitaillement sur certains relais de chasse. Cette année, l'Ironman va tomber le jour de l'ouverture de la chasse, en raison du calendrier international. Ce ne sera pas le cas des autres années. Les sociétés en zone visible auront déjà eu leur ouverture et pourront donc sans problème ne pas chasser ce jour-là. Mais quelques sociétés du moyen pays vont être aussi impactées sur leur jour d'ouverture et il est évident que l'on ne peut pas se permettre le moindre accroc à l'occasion de ce grand événement sportif suivi internationalement. On va rapidement se réunir et afin de voir comment ces sociétés peuvent s'y retrouver. Voilà mes amis, j'étais un peu long, mais l'actualité de l'année écoulée a été chargée et il n'y a pas eu de pré-congrès. Je vous dis que ce n'est pas le moment de baisser les bras et de renoncer à ce que nous sommes, à ces valeurs que nous portons fièrement. Je sens un changement depuis que je suis président, parce que quand j'arrive dans un média, je ne suis plus le vilain petit canard qu'on regarde du coin de l'œil. Et je vous le dis, portons la chasse à un haut niveau d'exigence sécuritaire, protégeons la biodiversité autant que nous le pouvons avec notre bénévolat, partageons la nature avec ceux qui nous respectent, et dans un avenir pas si lointain, être chasseur, être pêcheur, être agriculteur, être éleveur sera valorisé par la société qui nous entoure. Nous serons reconnus pour nos compétences, notre savoir-faire et nos traditions que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Merci pour votre engagement. Merci de porter la chasse française à bout de bras chaque jour sur vos territoires. Restons unis, vive la chasse et vive la ruralité.